Yep, vendredi, tout est permis. Dernier rendez-vous de la semaine. Mais franchement, moi, quand je vois le vendredi, je vois le sommeil, je vois ceci, je vois cela. C'est vrai, vous allez nous manquer. Hein. C'est pour cela qu'on revient à ce dernier rendez-vous de la semaine avec le sourire, avec l'humour qu'il faut pour vous arracher. Un gros sourire aussi, un grand éclat de rire pour vous dire que la matinale est là, dans vos murs. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots que je vous dis bonjour et je vous souhaite déjà la bienvenue au sein de votre belle émission, la matinale de la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine et internationale. Tout de suite, mes gens, ils sont toujours avec moi. Pourquoi? Parce qu'on vous aime tous, on vous aime tant. Chacun d'entre nous a sa chose. Il y a Miss Astuce, Marisa Isachou. Il y a aussi Mr. Live and Flashback. Stéphane Cassa, bonjour mon chéri. Bonjour Ice Baby, bonjour Marissa, bonjour chers téléspectateurs, les auditeurs de la 91.0. J'espère que vous êtes bien réveillés comme moi sur un rythme musical et c'est agréable. Aujourd'hui c'est vendredi, on parle de culture, beauté et tout ce qu'il y a de positif et de tradition. Tu vois, je finis de le flatter, il me dit bonjour mon chéri. Bonjour Ice Baby. Voilà, ça me touche. Bonjour Marisa Chou. Bonjour Vanina, Le bonjour nom, là. Stéphane. Bonjour Vanina, bonjour Stéphane. C'est super de vous voir aussi enthousiaste, aussi heureux ce matin. Bonjour les téléspectateurs de la belle télévision, de la matinale, les auditeurs et les auditrices de la 91.0. Alors comme Stéphane nous l'a dit, aujourd'hui c'est vendredi, on va s'amuser, on va parler de ce qui est positif, de ce qui est beau, de ce qui est inspirant. Alors restez scotchés parce que ces 2 heures-là, ça va être de la folie. Mais surtout, on reste fidèle à nos chères thématiques. Vendredi, Stéphane l'a déjà dit, on parle mode, beauté, art et culture. Il y aura aussi le journal, il y aura aussi un chroniqueur sur le plateau. Il y aura aussi l'instant gourmand avec Madame la nutritionniste au bout du fil pour vous donner des conseils des plus précieux. Tout de suite, on commence, on lance les hostilités avec les bonnes petites choses. J'espère que Stéphane Cassa va me sortir quand même un billet de 10 000 ce matin. Aïe. Oui. Non, je n'ai pas de franc CFA, j'utilise le franc CFA moi. Même Tu as quoi, là, l'euro? tout ce que tu veux donne. Tu as quoi, l'euro? Aujourd'hui j'ai le Ghana Sidi. Ah d'accord, ouais. Tu sais, le Même Ghana ça Sidi a le donne. vent en poupe actuellement. Hein. Il ne lâche pas. C'est vrai que le coronavirus est là, mais le gars, il grimpe jusqu'à devenir la monnaie la plus puissante du monde. Attention, Ah ouais? Afrique, restez câblés sur nous. On va faire boum un matin. Alors, qu'est-ce que tu nous offres en monnaie et devise? Alors on va, chers téléspectateurs et les auditeurs et les auditrices, on va aller tout de suite avec le tableau de monnaie et devise, comme d'habitude. Soudanaise de 24 ans. Tout de suite, dans l'élément qui va suivre. Niakim Gatouech, un mannequin sud-soudanais, né le 27 janvier 1993 à Gambela, vient une fois de marquer un point de plus grâce à la pigmentation de sa peau. En effet, elle est surnommée The Queen of Dark par ses amis et ses confrères, car sa peau est d'un noir extrêmement profond. C'est d'ailleurs grâce à cette peau qu'elle est très connue aujourd'hui. Une peau naturellement foncée, au point où elle a été surnommée la Reine des Ténèbres. Le modèle a fait face à des problèmes d'estime de soi et à des commentaires de personnes qui promeuvent le blanchiment pour éclaircir la couleur de la peau. Mais elle a appris à embrasser sa beauté et sa pigmentation avec amour et surtout avec le soutien de ses fans. Suivant les traces d'autres top modèles sud-soudanaises tels qu'Ajak Deng et Alek Wek, Niakim Gatouech a fait la une des magazines les plus prestigieux. Cependant, la jeune femme ne veut pas seulement attirer l'attention sur elle, mais aussi sur son pays. Elle a toujours tenu à sensibiliser en assumant son taux de mélanine, en se disant que cela puisse donner à d'autres personnes la force de s'accepter et que cela lui a fait comprendre qu'elle n'était pas seule. Alors que les carnations très noires sont communément admises sur le continent africain, elles sont parfois encore méconnues à l'étranger, comme aux États-Unis. Va prendre une douche, tu es sale, et souris, histoire qu'on puisse te voir. Ce sont là des mots qu'elle a entendus tout au long de son parcours de mannequin à cause de la couleur de sa peau. Cette même peau qui l'amène au firmament de jour en jour. Elle est finalement entrée dans le Guinness Book of Records pour avoir le teint le plus sombre de la Terre. Avoir le teint le plus sombre de la Terre. Ah là, Niakim Gatouech. Alors, Marisa, je vais d'abord te poser la question.
être une référence en termes de teint le plus sombre quand on sait que l'heure est à la dépigmentation chez certaines qui voient ce teint-là comme étant un complexe, qui voient ce teint-là comme étant un défaut même. Et voilà quelqu'un aujourd'hui qui a su se creuser un chemin. Elle est déjà mannequin et aujourd'hui, c'est pas n'importe qui rentre dans le livre des Guinness, le livre des records Guinness. Alors oui, Vanina, donc moi ce que je félicite beaucoup plus chez elle, encore le fait qu'elle soit noire, elle est née comme ça, c'est Dieu qui lui a donné cette teinte-là. Mais ce que je félicite le plus, c'est d'avoir eu le moral assez haut parce que quand on écoute l'histoire et quand on essaie un peu d'apprendre un peu plus sur ce jeune mannequin, on se rend compte qu'elle a été victime de beaucoup de discrimination, du harcèlement scolaire à l'école par ses amis, du harcèlement par ses condisciples de classe, et ses amis, collègues aussi. Par ses collègues de travail. Mon collègue, encore quand on est grand, on a quand même une certaine gestion des émotions, mais quand elle était déjà toute jeune, par ses camarades à l'école qui disaient qu'elle avait un temps sale, qu'elle ne se lavait pas, qui voilà. Et dans la rue, c'était pareil, ça s'est pas amélioré en grandissant. Donc c'est quand même un mérite qu'après tout ça, elle ne se soit pas dépigmentée la peau. C'est vrai qu'à un moment dans son histoire, elle dit qu'elle y a pensé, mais heureusement, une de ses sœurs l'a convaincue du contraire. Et elle a même eu une proposition de près de $10 000 par quelqu'un qui voulait qu'elle se blanchisse la peau. Et là encore, elle a refusé. Donc moi, je pense que c'est quand même... ce mérite-là lui revient. Surtout comme quand on est dans une situation où la majorité des gens, des femmes noires se dévalorisent elles-mêmes par rapport à leur teint et se disent que c'est le teint clair qui est le teint sauveur, c'est le teint clair qui fait en sorte que on ait les faveurs des hommes, c'est le teint clair qui fait que les regards soient braqués sur nous. Cette jeune dame-là leur apporte un message, en fait, c'est une leçon de vie qu'elle donne, que peu importe ce qu'on est, on peut arriver là où on veut. Il suffit de se battre, d'avoir confiance en toi et de véhiculer ça. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais elle s'est battue comme elle a pu pour en arriver là. Et ça lutte, elle est noble parce qu'aujourd'hui, à travers cette réussite sur ses réseaux sociaux, notamment sur ses réseaux sociaux, elle essaye autant qu'elle puisse de promouvoir le teint noir et de dire aux autres femmes dans le milieu ou ailleurs qu'on est belle, on doit apprendre à s'estimer, à se respecter si on veut que les autres le fassent. Donc aujourd'hui, elle représente un exemple quand on parle d'africanité, quand on se dit qu'on veut prôner nos valeurs, quand on se dit qu'on veut être respecté. Je pense que c'est un modèle qui va encourager beaucoup nos jeunes. Stéphane, Nyakim Ngouatetch, qui est aujourd'hui dans le livre des records Guinness, je n'arrive pas à prononcer, le livre des records Guinness. Moi, j'ai un problème avec la mendicité identitaire. J'ai vraiment Qu'est-ce que tu appelles la mendicité identitaire? Ça veut dire qu'en fait, déjà pour commencer, la beauté dans les deux celui qui voit. Voilà. On n'est pas là pour dire qu'on va se faire accepter parce qu'on est noir, machin. Non. Quand t'es black, t'assumes que t'es black, hein, assume jusqu'au bout. Celui qui se dépigmente, c'est pas parce que... C'est vrai qu'il y a le complexe. Mais après, moi je pense qu'il faut pas mendier, il faut pas venir se dire que non, pour être intégré quelque part, il faut forcément être blanche. Et un sauveur, non. Il y a des personnes, il y a des blancs qui aiment les noirs, des femmes qui sont plus noires, qui sont même déjà bleues. Tu vois? Donc ça veut dire que c'est dans l'œil de celui qui voit. Il y a pas, en fait, je vois même pas la lutte. C'est normal, on peut pas plaire à tout le monde, tu vois. C'est comme en off, Marie-Paul me disait, écoute, toi avec tes dreads, les gens c'est pas tout le monde qui aime. Et c'est vrai, c'est la vérité. Il y a des gens qui m'ont parlé, qui m'ont dit que voilà, j'étais un drogué, voilà, j'ai subi beaucoup de stigmatisation parce que j'avais mes dreads. Mais après. Moi, je pense que ça fait partie de la vie, tout ça. On ne peut pas plaire à tout le monde. Tu peux pouvoir être comme Beyoncé, mais moi, je peux te dire que maman, tu es vilaine, tu vois. Et voilà. Donc, la preuve, Bob Marley et sa femme, elle était comme la nuit, hein. Et ça ne l'a pas empêché d'être. Et pourtant, il était entouré des Miss Monde. Donc, ça veut dire que c'est dans l'œil de celui qui voit. Il n'y a pas question de lutte. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est tout simplement ça. Elle peut changer la donne dorénavant, hein, parce que comme tu disais, c'est d'abord affaire de complexe. Après, c'est tout ce qui est d'abord mis au devant de la scène. Voilà. Mais non, après Marissa parlait de quelque chose d'important. L'industrie, c'est pas du mannequinat, leur chose, de la façon. Tu vois, ça dépend de la vision ça dépend de la manière dont on oriente, où on oriente on a parlé un peu du même sujet avec Harmonie Lunga. Notre système culturel en fait, parce que après, si les blancs décident que pour devenir mannequin, il faut être comme des bâtons de clope et être clair, ça c'est leur vision qu'ils ont donnée à leur concept, c'est leur concept.
Non, aujourd'hui, il y a les Miss Rondes et Jolies. N'est-ce pas? À l'époque, quand tu étais obèse, tu avais honte de t'affirmer. Aujourd'hui, on peut s'affirmer étant grosse et t'es belle. Donc, ça dépend du concept que tu donnes à ton affaire, c'est tout. Après, il va y avoir... Aujourd'hui, il y a les ambulances, non, qui défilent. On a vu les ambulances qui défilent, voilà. Ça dépend des concepts, c'est tout. Savoir bouger les codes. On va poser la question à quelqu'un qui a un teint particulier que moi, je lui envie depuis toujours. Parce qu'elle, vraiment, elle a un teint noir, black, noir ciré, brillant et tout. Voilà. C'est notre Miss Culture de la belle radio, de la belle télévision. Alors, Marie-Paul Redombina, tu es avec nous sur le plateau. Déjà, bonjour. Bonjour Nina, bonjour Mariska, bonjour Stéphane, également à ceux qui nous regardent et ceux qui nous entendent depuis la belle radio. Avant d'entrer de plein pied dans ton sujet, on parle de Niakim Guatech, cette jeune sud-soudanaise mannequin de 24 ans qui vient d'entrer dans le livre des records Guinness grâce à son teint très sombre. Bon, on va, pour ne pas trop faire dans la redite, c'est comme Stéphane l'a dit, Mariska l'a dit. En fait, moi j'ai même encore du mal à parler de questions de peau parce que c'est comme si on stagnait, on n'avance pas. À chaque fois il faut parler d'identité culturelle, à chaque fois il faut parler de la dépigmentation. Les Sud-Soudanais, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont très noirs de peau et la plupart... Pour parler de ces femmes-là qui ont choisi de devenir mannequins, elles arrivent à se distinguer à cause de leur peau. Donc si elles arrivent à se distinguer à cause de leur peau, à avoir un compte bancaire garni à cause de leur peau, ça veut dire que leur peau, elle est quand même belle, elle n'est pas magnifiée, mais... Moi, je vais même jusqu'à dire qu'elle est naturelle et spectaculaire parce qu'il faut voir... La preuve, on l'appelle la reine des ténèbres. C'est de dire qu'elle est... Mais moi, je trouve quand même ça péjoratif de lui avoir attribué ce surnom. Non, mais c'est Marie-Paul ici quand même. C'est en Afrique où on a l'impression... Ténébreux, Mani, l'expression ténébreux. Non, pas sombre, ténébreux. Oui, quand on dit ténèbres, ce n'est pas nécessairement... C'est tout ça qui fait la stigmatisation. Parce que justement, quand on dit noir ténèbres, c'est qu'on veut tout ramener au péjoratif. Voilà. C'est Vanina entre de dire. Forcément mauvais, c'est forcément... c'est pas bon. On ne peut être méchant, c'est forcément sale, c'est forcément quelque chose qui lugubre, alors que non, quand on dit blanc écarlate, automatiquement on voit quelque chose de soigneux. Voilà. On voit non, elle a bon, là on m'a remis. C'est pas elle. C'est pas moi. Elle a un noir ténébreux et moi je kiffe. Si je pouvais encore noircir, être comme elle ou encore être comme Moussa. Mais maintenant, attends Marie-Paul, maintenant ce qui me tue, pourquoi maintenant après Jean elle est black, c'est bien, elle est très belle, hein. Moi je trouve très belle. Mais pourquoi elle met encore le ketchup, la romagie, la mayonnaise, tout et tout. Parce que quand tu vois encore son tissage qu'elle met, tu vois, elle met le tissage. L'industrie et ceux qui ont... Elle ne met pas de tissage quand elle est hors caméra. Quand elle est hors caméra, elle a toujours ses cheveux. Parfois même, c'est juste le maquillage qui lui est un peu imposé. Non, encore Vanina, même je suis vraiment d'accord avec ce qu'elle fait. Il y a Lupita Nyong'o, elles sont nombreuses qui refusent d'être photoshopées. Donc c'est-à-dire quand elles font tout ça, on essaie de t'éclaircir la peau sur la machine. Elle refuse catégoriquement. Lupita Nyong'o est allée jusqu'à porter plainte parce que elle a été blanchie, sinon éclaircie sur une photo. Donc c'est dire qu'elles se font porte-étendard, sinon des tandems de la culture noire et de l'identité africaine. Si on pouvait, je dis bien si on pouvait prendre exemple, et on ne peut pas nécessairement prendre exemple, on doit s'aimer. Moi je dis toujours l'estime de soi c'est important. Tu es belle comme tu es, comme Stéphane l'a dit, la beauté est dans l'œil de celui qui voit. Toi quelqu'un peut t'apprécier comme ne pas t'apprécier avec ta couleur de peau. Marisa par exemple, quelqu'un pourrait apprécier Marisa et ne pas comme Stéphane lui quelqu'un pourrait m'apprécier parce que moi je suis noire. Donc tout est dans l'œil de celui qui voit. Aimons-nous nous-mêmes avant que les autres ne puissent nous aimer. Alors, comme Marisa le disait, c'est aussi une grande leçon de vie qu'on vient donner à ces femmes qui se mettent en danger tout le temps pour se décaper la peau. Comme Marie-Paul l'a dit, on va s'aimer tel qu'on est. Marie-Paul, on revient vers toi. Tu viens nous parler aujourd'hui de culture et on reste en terre gabonaise. Ah ouais? Oui, on reste en terre gabonaise pourquoi pas aller vers le monde.
C'est juste pour planter le décor. Comme tout le monde le sait, en ce moment, le monde traverse une crise sanitaire sans précédent qui fait des milliers de morts à travers le monde. Et cette crise sanitaire crée beaucoup de blocages, tant sur le domaine économique, social, mais également culturel. L'UNESCO a établi une base au Gabon pour parler des contraintes, des difficultés et pourquoi pas pour donner des solutions pour que les acteurs culturels puissent faire face à ce phénomène. On regarde dans l'élément et puis on revient tout juste après. L'UNESCO a initié le 14 avril dernier, lors de la Journée mondiale de l'art, le mouvement Résilie Art. Cette initiative permet de mettre en lumière l'impact du Covid-19 sur le secteur culturel dans le monde. C'est ainsi que ce 20 juillet, le bureau de l'UNESCO Gabon, en présence du ministre de la Culture Michel Menga-Messon, a lancé des discussions par visioconférence avec les artistes et les opérateurs culturels afin de discuter des contraintes, des difficultés, mais également des conséquences du Covid-19 sur le secteur culturel au Gabon. D'aucuns ont évoqué un manque de soutien de la part de l'État, d'autres ont par ailleurs évoqué plusieurs contraintes et difficultés liées à la situation actuelle, mais aussi, pour certains, cette situation poussera les artistes à produire davantage et à être mobiles sur le terrain pour la visibilité des artistes. Résilie Art est l'occasion de parler des conséquences profondes de la pandémie du coronavirus sur le secteur culturel afin d'émettre des idées pour aider les gouvernements à élaborer des politiques efficaces pour surmonter les difficultés auxquelles font face les artistes. L'impact de la Covid-19 sur le secteur culturel se fait ressentir à l'échelle mondiale tant les répercussions sont sociales, économiques et politiques et qu'elle affecte les droits d'accès à la culture, les droits sociaux des artistes et professionnels. Face à cela, il est plus qu'urgent de rappeler le besoin d'investir en faveur du secteur culturel pendant et après la crise. Alors, tu nous en dis un peu plus sur la Covid-19 qui sévit malheureusement sur le secteur culturel. Oui, il faut dire que tous les secteurs d'activité sont atteints, sinon sont frappés par cette crise sanitaire qui fait des ravages et qui fait des milliers de morts à travers le monde. Et un des secteurs, je ne vais pas dire le plus frappé en Afrique, c'est le secteur culturel qui subit les conséquences de cette crise sanitaire parce que plus aucun événement n'est organisé, des festivals n'ont plus lieu à travers le monde, sinon à travers le continent africain. Et pour certains qui avaient déjà préparé certains festivals, pour d'autres, ils se retrouvent endettés, sinon surendettés parce qu'ils ont déjà encaissé de l'argent et en encaissant cet argent, les festivals n'ont plus lieu. Donc, soit il va falloir réorganiser ces festivals, soit il va falloir complètement annuler, sinon encore repousser les dates. Mais repousser les dates pour quand? Personne ne sait. Donc c'est autour de ça que l'UNESCO, avec l'UNESCO Gabon, il faut le dire, avec le ministère de la Culture, présence du ministre Michel Menga-Messon, ont discuté. Stéphane. ont discuté pour pouvoir parler des contraintes, des conséquences, mais également pour essayer de trouver des solutions. Là, on plante le décor pour parler du Gabon, mais il n'y a pas que le secteur culturel gabonais qui fait face à ce genre de difficultés. C'est partout en Afrique. Déjà, il faut le dire, le secteur culturel africain bat de l'aile, parce qu'il faut dire que, à part certains pays, on va dire peut-être pour parler de l'Afrique du Nord, des pays comme le Maroc ou l'Égypte encore, où les choses sont très bien organisées, où l'État met des moyens, met des financements. Donc ces pays n'ont pas de gros problèmes parce qu'ils ont déjà des investissements. Mais quand on voit des pays comme le Gabon, le Sénégal, la Mauritanie, certains sont allés jusqu'à... Bon, on ne va pas dire marcher, mais vouloir faire grève devant le ministère de la Culture pour dire qu'en ce moment, il n'y a plus de touristes qui arrivent dans leur territoire, ils ne peuvent plus vendre, et ils ne pouvant plus vendre, ce sont des pères et des mères de famille qui se retrouvent sans argent. Comment font-ils? La question reste posée. Encore, il faut dire que le coronavirus est venu mettre toutes les choses, on va pas dire toutes les choses à plat, mais est venu taper le poing sur la table pour dire qu'il y a de gros problèmes qui nécessitent d'être résolus. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des pandémies comme la Covid-19 pour pouvoir avoir les yeux grandement ouverts pour dire que le secteur culturel africain, il va mal.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que ce problème est dû au fait que certains pays africains ne valorisaient pas déjà assez ce secteur culturel? Parce que là, tu prends l'exemple du Maroc. Le Maroc, on sait que c'est un hub en termes culturels. Mais quand tu prends l'exemple du Gabon, mon avis est un peu mitigé. Et pour enrichir, donc, du coup, et enrichir ce qu'elle veut dire, parce qu'elle dit est très important. Il y a des pays comme le Sénégal qui reçoit chaque année, avant le Covid-19, on peut voir peut-être plus de 30 festivals par an. Voilà, des festivals underground. Quand tu prends les pays comme le Maroc, bon, ils n'ont plus rien à prouver maintenant. Bien sûr. Bon, maintenant avec les festivals de Marrakech et tout et autres. Bon, maintenant quand tu prends le pays comme le Gabon, il ne faut pas accuser le coronavirus, c'est trop facile. n'est-ce pas? On a lesquels festivals ici? Qu'est-ce qui se passait avant? Honnêtement, qu'est-ce qui se passait? Rien ne se passait, pour être objectif et vrai et clair et brut. Parce que l'art, c'est les autres construisent une vie avec l'art. Il faut parfois dire les mots durs pour que les gens exactement, se parce qu'au Gabon, rien ne se passait. Sur une année, il y a combien de festivals? On en résulte combien de festivals? Zéro, il faut dire ça. Parce que même le truc de 9 cultures, là, je ne compte pas ça. Parce que ça n'a même pas 2 ans. Non, ça, je ne peux pas compter ça. C'est parce que ça, c'est en fait, on est même encore entré, c'est sûr, encore un processus, tu vois. Oui. Non, mais donc, je ne peux pas compter ça. Petit à petit, oui. tu as parlé. Mais ça ne marche pas assez parce que c'est un festival purement nationaliste. Oui, ça c'est un problème. Aujourd'hui, qu'on parle. On va sur la base. Je préfère parce que c'est à ce niveau-là que ça se vend. Non, sans vouloir vous interrompre, on prend quelque chose comme le Marrakech du Rire, par exemple, pour parler rien que de ce festival qui est mondialement connu. Même de films de Marrakech, même de films. Le Marrakech du Rire c'est l'initiative d'un individu, accompagné par le ministère de la Culture. Il se fait où? Il se fait au Maroc. Donc le festival, rien que le festival Marrakech du Rire, c'est d'abord un festival national parce qu'il se passe au Maroc. Mais il s'est vendu. Mais c'est pour dire que même pour parler du festival Gabon 9 provinces, petit à petit, l'oiseau fait son nid. On voit combien ce festival rassemble de personnes pour ces 2 ans pour parler de... Non, je suis d'accord avec ça, Marie-Paul. Si je te posais une question, est-ce que le secteur culturel, est-ce que la culture est assez valorisée au Gabon? Elle est à l'état embryonnaire, ce qu'on veut dire, elle est à l'état embryonnaire, il faut le dire. Pourquoi? Parce que regarde, quand tu prends un pays comme le Maroc, on va secteur par secteur, on va dans le cinéma. Festival de cinéma, ils n'ont plus rien à prouver. On va dans la musique, oh là là, c'est même, oh là là, même le ketchup à la magie. Quand tu prends exemple les exhibitions, oh là là, c'est carrément, je sais pas, là il y a comme la salade, il y a même, quand même le jambon. Quand tu prends, mais ici, honnêtement, allons-y secteur par secteur, on commence à compter. Les gens, à part peut-être des jeunes qui se regroupent entre eux, et essaie de créer quelque chose pour essayer de subsister. Mais après, et je trouve ça, aujourd'hui on est obligé d'aller cogner tous les jours devant Jean Babylone Kokoko, ouvrez-nous notre salle, on veut faire un festival, Babylone Kokoko tous les jours, et pourtant, tu vois, l'Institut, on cogne devant Babylone. Parce que au Gabon, il faut dire, son système culturel, ça n'existe pas. Mais après, il n'y a pas que le Gabon. Même si on prend un pays comme le Burkina Faso, on prend un le Burkina par rapport Ciné droit libre. Quand je dis, moi, je les connais. Même s'il y en a, mais aujourd'hui, si on voit là-bas, même les acteurs culturels se plaignent à cause du coronavirus, à cause du coronavirus, oui. Mais quand on parle, c'est vrai que le Burkina Faso est très loin du Gabon en matière de culture, mais même là-bas, les acteurs culturels se plaignent. Encore que là-bas, le ministère, sinon le gouvernement, a alloué des fonds pour pouvoir soutenir ces acteurs culturels. Pardon, j'ai un chat à la gorge. Mais au Gabon, par exemple, rien n'a été fait pour accompagner ces gens-là. Et là, c'est le problème qui se pose. Mais parce que même, en termes de structure, Marie-Paul, en termes de structure Ice Baby, pour qu'il y ait festival, il faudrait des espaces culturels pour commencer. Pour qu'il y ait des revenus qui émettent de la culture. Il faut qu'il y ait des espaces culturels. Et qui encouragent les acteurs. Ces revenus qui encouragent les acteurs. Elle va parler. Un acteur culturel peut avoir la volonté de faire, mais s'il n'est pas soutenu, il fait comment? Il va jouer où? Si on vient même déjà au niveau, comme il parlait, du niveau embryonnaire même. Rien que des salles de cinéma au Gabon, il n'y en a pas. Pour ne pas aller dans des grands points comme ça. Et ça fait mal de savoir. Il y en a qui a ouvert, je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire la publicité de cette salle-là, qui a ouvert avec à Port-Gentil, mais ce n'est pas sous la houlette du ministère de la Culture. Le ministère de la Culture accompagne, mais c'est une entreprise. Ça, c'est pas normal du tout. Une entreprise qui ouvre. Non, c'est pour dire combien le système culturel va mal au Gabon. Oui, et les films qui seront, je suppose, et les films qui seront diffusés ne seront pas
spécialement des films gabonais ou des films africains. Ce seront peut-être des films, sinon des films venus de l'Occident. Et pourtant, Marie-Paul, il y a des grands réalisateurs au Gabon. Je te prends l'exemple des Don Verudi, que je connais très bien. Il y a les Samantha Bifo, il y a tous ceux. Mais aujourd'hui, le succès des Samantha Bifo, c'est même pas dans notre pays, parce qu'eux-mêmes, ils exposent leur ailleurs. C'est triste, en fait. Il faut dire la vérité, le système culturel au Gabon, c'est triste. Marissa voulait poser une question. L'étendue zéro. Stéphane, Marissa voulait poser une question. Donc oui, moi je disais en fait que le problème de la culture au Gabon, il est beaucoup plus profond que juste maintenant avec le coronavirus, parce que il y a un problème de structure, il y a un problème d'accompagnement, le problème des festivals, et même quand les artistes essaient de se débrouiller tout seuls et faire leurs petits arrangements, aller voir un DJ et tout, et même quand ça cartonne, ce qui leur est dû ne leur est pas donné, notamment par les droits d'auteur, notamment, tu vois, tout ce qui est censé accompagner un artiste, même quand il se bat lui-même, et toutes ces dispositions ne sont pas prises. Et je pense que le véritable problème, c'est parce que le politique au Gabon essaye de se mêler de tout. On ne veut pas donner à qui de droit ou à qui a la compétence de gérer ce qu'il est censé gérer. Tout est organisé par le politique, tout est organisé par la tête, alors que chacun a son domaine de compétence et chacun a ce qu'il peut apporter. Mais quand un seul domaine veut tout gérer parce qu'il veut avoir la main mise sur tout le monde et pouvoir les gérer ou les disposer comme ils veulent, on arrive à ce genre de situation. Et le pire dans tout ça, aujourd'hui, il y a eu des accompagnements pour les personnes qui ont perdu leur travail par rapport au coronavirus. Il y a eu des accompagnements pour X, Y catégorie de la population. Mais les artistes qui ne peuvent plus prester parce que les boîtes de nuit sont fermées, les bars sont fermés, les salles de spectacle sont fermées, les mariages n'ont plus. Bref, tout ce qui leur permet d'exercer leur art est mis de côté. Qu'est-ce qu'on a fait pour eux aujourd'hui? Alors que ce sont des personnes qui nous aident, qui participent au développement du pays. Et ils ont leur pierre qu'ils apportent. Moi, je pense vraiment que c'est déplorable et ça devrait interpeller parce que c'est un problème dont on parle déjà depuis longtemps, même avant le coronavirus. Donc, de voir comment ça s'est encore accru pendant cette période-là, je pense quand même que les gens doivent prendre conscience. C'est triste, c'est honteux aujourd'hui de dire on est artiste gabonais ou de se dire pas honteux, parce que l'art c'est universel. Bon, après, nos habits sont bougés. C'est pas honteux parce que pour moi, je dis, Vanilla, sans vouloir t'occuper la parole, c'est un problème mondial. C'est pas un problème pour parler de cette période-là, c'est pas un problème qui se résume au Gabon, au Cameroun, c'est un problème universel. Même quand tu es un artiste qui vient des États-Unis, ils sont tous confrontés aux mêmes difficultés. Maintenant, le gros du problème, c'est que, comme tu l'as si bien dit, aucune structure, aucun artiste n'est accompagné par le gouvernement. Pour parler du gouvernement, sinon pour parler des autorités qui doivent s'en occuper. Aucun plan structurel n'est fait pour que la culture gabonaise soit confortablement assise, comme Stéphane l'a si bien dit, au Burkina Faso, au Ghana, au Sénégal. Là-bas, la culture, c'est vrai, elle souffre de la crise actuelle, mais elle ne souffre pas tant comme certains pays, comme le Gabon, souffrent. Après, moi, je disais par rapport à ce que Marissa disait tout à l'heure, mon avis reste un peu mitigé, parce que lorsqu'elle dit que l'État trempe ses mains un peu partout, ça c'est normal. Il faut bien que l'État accompagne certains secteurs. Mais après, le problème du manque d'accompagnement ou du manque de visibilité de la culture au Gabon est un problème très profond. Ça part déjà d'entre les acteurs culturels eux-mêmes. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand tu vois par exemple un mécène qui organise un spectacle, il invite une artiste qui a le vent en poupe, qui veut commencer à faire ses pas. On dit à la personne depuis le départ, on va te donner tant. Après, on se rend compte qu'on a aussi invité des artistes qui viennent de renom, qui viennent d'ailleurs. Tu te rends compte que l'artiste qui est venu ailleurs est mieux payé que toi. Non seulement il est mieux payé que toi, le cachet qu'on t'a promis, on ne te le donne pas intégralement. Ça finit parfois au commissariat, ce qui fait que ça décourage certains acteurs culturels. Je parle dans tous les domaines. On va te dire que tu viens prester, tu viens faire ta prestation, viens maquiller, viens faire ceci. Maintenant, où est l'argent? On monte, on descend et tout ça. Du coup, ça frustre.
Et ça décourage. Mais c'est en ce moment-là qu'on appelle à l'État pour mieux structurer les choses. Parce que rien n'est Au moins structuré. toi, Exactement. chanteur, quand tu parles, on t'a déjà dit, on te donne peut-être une feuille de route, on te dit, bon, tu sais déjà que bon, moi en tant que chanteur, quand j'arrive, j'ai tant et je dois percevoir mon cachet à tel endroit. On n'a plus besoin de se passer entre les mains. On n'est pas sérieux, nous tous. Et puis non, c'est pas question de sérieux. Regarde, c'est pas des sérieux. C'est d'être sérieux, nous tous, Valina. Même quand on parle, par exemple, Stéphane, je pense que ça, tu le sais, quand on parle rien que des droits d'auteur seulement au Gabon, qui est artiste, qui ne l'est pas? Déjà, artiste, c'est une profession. C'est comme toi, tu es là, tu es une animatrice, c'est une profession. Un artiste est payé pour ce qu'il fait. Déjà, au Gabon, qui est artiste, qui ne l'est pas? Qui connaît le Bugada? Qui sait qui doit avoir des droits d'auteur? On ne les respecte même pas. Quand est-ce qu'on a... Je pense, la fois où... Une fois d'ailleurs, quand je pense en 2017 ou 2018, entre ces deux, mais nous sommes en 2020. Oui. Ils ont eu leurs premières allocations en 2017-2018. Et encore là, ce n'étaient pas des allocations données de façon réglementaire. Le problème se pose. Le coronavirus est seulement venu mettre tout le monde d'accord sur les problèmes, les problèmes auxquels sont confrontés les artistes gabonais. En même temps, Marie-Paul, tu peux conclure s'il te plaît, merci. En même temps. Non, vas-y Marie-Paul, non, ce que tu dis. En même temps, va continuer dans ta lancée et tu vas directement à la conclusion. Conclure en disant aux gouvernants, pas seulement aux gouvernants gabonais, mais on parle des gouvernants africains, qu'il faut pas attendre qu'il y ait un problème pour pouvoir investir dans certains secteurs d'activité ou dans certains, j'y arrive, dans certains domaines, parce que on l'a vu sous d'autres cieux, la culture engrange beaucoup, sinon des milliers de fonds. Donc investissez dans la culture, parce que la culture, c'est l'avenir de demain. Merci Marie-Paul pour ce message fort. On espère t'avoir encore sur notre plateau vendredi prochain dans la chronique culture. Oui, vendredi prochain, avec le même sourire. Alors, on va t'accompagner, on va te raccompagner avec notre instant gourmand du jour, parce que toute cette parole nous a quand même creusé le ventre. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'ai soif. On parle culture et je vous ai concocté, je vous ai réservé une recette qui vient de l'Afrique du Sud et qui a une très grande histoire derrière. Je ne vous en dis pas plus, c'est dans l'élément qui va suivre Instant Gourmand. Bienvenue dans votre rubrique préférée Instant Gourmand. Chaque vendredi, on valorise le plat national d'un pays. Et aujourd'hui, c'est en Afrique du Sud que nous allons pour parler d'une recette originaire de la communauté indienne de Durban. C'est un pain de mie type européen, évidé et rempli de curry. Il est aussi appelé kota. Ce plat de pauvres permettait aux travailleurs d'emporter avec eux leur repas, mais surtout, pendant l'apartheid, il permettait aux Noirs de déjeuner alors que les restaurants leur étaient interdits. De même, à l'origine, le benicho, puisque c'est de lui qu'il s'agit, était végétarien, mais aujourd'hui, on en trouve à base de bœuf, de mouton ou de poulet. Il est souvent accompagné de sambal, une salade de carottes râpées, d'oignons et de piments. Pour votre recette, vous avez besoin d'1 kg de viande, de bœuf, de mouton ou de poulet, de plusieurs épices réputées être sud-africaines afin de composer un mélange d'assaisonnement appelé le massalé. Vous pouvez faire avec vos épices réputées que vous avez sous la main, l'essentiel étant d'épicer au maximum la viande. Mettez alors votre viande dans la marmite ainsi que vos épices, ajoutez un gobelet d'eau et mettez à bouillir. Il faut que la viande soit tendre. Pendant ce temps, coupez votre pain de mie. Ouvrez-le au centre, de telle sorte à laisser une ouverture assez large au milieu. Dans une poêle anti-adhésive, mettez de l'huile, ensuite une feuille de laurier, une tasse d'oignon émincé et faites frire le tout. Ajoutez du piment vert, du sel, de l'ail et faites frire pendant 3 minutes. À ce mélange, ajoutez votre viande bien attendrie. Ajoutez le curcuma, le piment en poudre, communément appelé chili, ainsi que le mélange d'épices sud-africains appelé massalé. Faites incorporer le tout. Au bout de 5 minutes, ajoutez une tasse de purée de tomates fraîches, ainsi que des pommes de terre nettoyées. Ajoutez le jus de viande salé et poivré. Laissez cuire pendant quelques heures. Lorsque la sauce est bien épaisse et que la viande est bien attendrie, et incorporez de tous ces ingrédients, au milieu de votre pain d'épices, ajoutez la préparation.
Servez avec une salade composée de piments, de carottes râpées et de concombres râpés. Bonne dégustation à tous et à vendredi prochain à la découverte du plat national d'un autre pays d'Afrique. Alors, aujourd'hui, on est en Afrique du Sud. On vous a parlé du bunny chaud et je me suis cassé la tête ce matin pour essayer de concocter mon bunny chaud. Et vous avez entendu toute l'histoire qui est derrière cette recette qui était réputée à l'époque de l'apartheid. À un moment, les Noirs avaient interdiction d'aller dans les restaurants et pour faire, comme on dit au quartier, pour faire genre, c'était un peu un mets de choix que les jeunes garçons ou les jeunes filles concoctaient pour leur conjoint à l'arrière d'une cour et ça donnait avec quelques petites bougies, la lumière était tamisée et ça donnait l'effet d'un restaurant. Donc aujourd'hui, on a revisité ce plat ce matin à la matinale et on vient vous le présenter pour vous dire, chers téléspectateurs, chers auditeurs, que vous pouvez vous adonner aussi à la préparation de cette recette. Sans plus tarder, on va aller retrouver notre nutritionniste maison pour nous dire exactement quels sont les inconvénients, sinon les avantages à manger le bunny chaud. Bonjour, docteur Zan. Bonjour. Hey, on n'entend pas docteur Zan, ouais. Moi, je vous entends. Là, c'est la régie. On vous entend et ça fait plaisir de vous entendre. Comment vous allez? Et je vais très bien. Et vous? On va bien, on va très bien aussi. Stéphane est là, hein? Il vous dit bonjour. Bonjour, docteur. Vous aimez le Gotha? Bonjour à tous sur le plateau et aux téléspectateurs aussi. Alors, docteur, on a préparé une recette qui nous vient d'Afrique du Sud, composée de pain de mie. Moi, j'ai mélangé, c'est vrai que c'est une recette qui peut se préparer avec la viande de mouton, de bœuf, du poulet. Moi, j'ai combiné les deux. J'ai mis de la viande de poulet, j'ai mis aussi de la viande de bœuf, avec ma petite salade fraîcheur aux alentours, composée de carottes râpées et de concombres râpés. Dans le bunny chaud, il faut rappeler qu'il y a beaucoup d'épices. Exagérément. Déjà, la combinaison des deux viandes, la volaille et la viande rouge. Et puis, la combinaison de plusieurs épices et un peu de matière grasse. Quels sont les bienfaits sinon? Quels sont les inconvénients pour qu'on sache si on peut manger le bunny chaud sans avoir un pincement au cœur? Déjà, c'est très bourratif. Hein? Donc, quand je vois un peu la composition, mélanger la viande rouge avec la viande blanche, je ne sais pas déjà si au palais, c'est au niveau du goût, quoi. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. Maman va savoir. Vous avez goûté ou bien ou pas? On va savoir ça tout de suite après la matinale. Ah, d'accord. Parce que parfois, les mélanges, il faut essayer de goûter pour savoir si ça peut aller ou pas, quoi. Oui, moi-même, j'ai goûté en préparant. Ah, d'accord. Allez-y. Mélange bœuf, viande, bon. Je ne sais pas, c'est un peu rare hein, de mélanger en même temps de la viande blanche et de la viande rouge. Puis, bon, au niveau des protéines ou des acides aminés, c'est vrai que c'est un bon mélange, mais le problème, c'est au niveau du palais, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le mélange, il n'y a pas de souci, parce que lorsqu'on regarde ce que ça nous apporte en termes de viande rouge et viande blanche, on va avoir tous les acides aminés qui vont être incorporés dans ces deux types de viande. Donc, normalement, côté nutriments et côté vitamines, on peut avoir ce qu'il faut. Et j'ai vu que vous avez aussi mélangé, je crois, des carottes et des concombres. Et les concombres, voilà. C'est aussi un bon mélange parce que c'est bon, il s'agit des légumes. Donc là, on a réellement un plat qui nous apporte en même temps les protéines. Donc, voilà, les protéines qui nous apportent des vitamines et sels minéraux sous forme de concombres et de carottes. Et en plus, vous allez avoir des glucides donc sous forme de pain de mie. Donc là, on a un plat qui regroupe un peu les trois groupes d'aliments, puisque c'est ce qu'on demande dans un repas. Donc, par rapport à cette spécificité, on peut dire que ça apporte tout ce qu'il faut en termes de nutriments. Mais maintenant, par rapport aux épices, on sait très bien que lorsqu'on consomme trop d'épices, chez certaines personnes, hein, ça peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. On peut avoir les hémorroïdes et on peut avoir des problèmes d'estomac. Donc, vraiment, quand c'est trop épicé, ce n'est pas bon. Quand aussi c'est moins Stéphane, tu as compris, ne mange pas.
Voilà. Donc, Stéphane ne mange pas trop épicé. Ouais. Docteur, non, on ne mange pas trop épicé. Oui, bien sûr, gloire docteur. à Dieu. Mais docteur, en fait, quand j'ai écouté votre intervention, c'était vous ne comprenez pas un peu le mélange. Il faut bien recadrer en fait. C'est cette recette-là, normalement, elle s'appelle le gota. C'est africaner. C'était une recette qui permettait aux travailleurs des mines sud-africains pendant l'apartheid à résister pendant pendant les travaux en fait, parce qu'il n'y avait pas de pause. C'est ce que j'ai dit, que c'est très bourratif, mais maintenant au palais, je ne sais pas si c'est bon. C'est bon, j'ai goûté. Normalement, il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de souci pour le mélange. Mais bon. Vous savez, viande blanche et viande rouge, bon, j'ai jamais mélangé. C'est pourquoi je dis, normalement, le mélange en tant que tel, puisque ça nous apporte, ça apporte à l'organisme, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais maintenant, vous savez que quand on fait les mélanges, très souvent, c'est au palais qu'on juge si le mélange est bien fait ou pas, si on arrive à apprécier le plat ou pas. Bon, les gars, les Noirs n'avaient pas trop le soin. Est-ce que le goût, peu importe, c'était plus pour travailler. Mais Vanina, mais Ice Baby, elle, je sais forcément qu'elle, c'est une magicienne. Elle a donné du goût à ce qu'elle fait. C'est pas comme ce que les Sud-Africains mangeaient dans les années 70. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est très bourratif, il n'y a pas de souci, mais ça se comprend aussi. Ils travaillaient dans les mines. Dans les mines, ouais. Normalement, quand on regarde la composition, c'est vraiment fait pour passer la journée. Voilà. C'est vraiment très bourratif, c'est bon, c'est très important. Moi, je voulais savoir, et le pain de mie, parce qu'après, il faut reconnaître que le pain de mie, c'est pas comme le pain qu'on achète communément chez le boulanger. Non, le pain de mie, la différence, c'est parce qu'on a rajouté des sucres rapides, c'est tout, c'est ce qui donne l'aspect sucré. Mais sinon, la base, c'est juste, c'est fait à partir du blé. Et nous savons que le blé, c'est de l'amidon, donc en réalité, c'est des sucres lents. On a mis, mais pour nos palais, c'est juste pour le palais, on a rajouté un peu de sucre. Donc c'est ça la différence avec le pain normal qu'on achète, entre guillemets, chez le boutiquier. Alors, docteur, qui est-ce qui peut manger ce plat à satiété, sans s'inquiéter des lendemains, tranquillement? Est-ce qu'il y a des restrictions des personnes? Non, tout le monde peut en consommer, mais sauf que, comme je vous ai dit, il est bourratif. Donc, ça veut dire quoi? Peut-être que c'est au niveau en termes de calories, quand je vois bien, si je calcule, je sais que pour toute une journée, une personne peut résister, peut se contenter de j'appelle ça sandwich, hein, parce que quand tu as demandé qu'on perce le pain de mie, on rajoute tout ce qu'il faut. C'est pratiquement un sandwich, si vous voulez, mais avec toute la composition qu'il faut. Donc, normalement, on peut résister toute une journée en ne consommant que ça. Mais il ne faut pas en abuser parce que c'est très, très bourratif et puis c'est très calorique en plus. Voilà pourquoi les Sud-Africains ont souvent des estomacs assez épais parce que quand ils mangent ça... Marisa, une question? Non, pas une question, juste une remarque. Toujours pour jeter des fleurs au docteur Zan. Docteur Zan, vous êtes bien ici. Hein? Stéphane vous attend avec impatience. Marisa vous attend toujours avec un bouquet de fleurs pour vous les jeter une à une. Mais vu que tu en parles, quand est-ce qu'on va avoir docteur Zang présente ici sur le plateau, vraiment? Elle nous le dira. Parce qu'après ça, c'est un peu comme Alice au Pays des Merveilles. Maintenant, là, on veut juste la voir présente sur le plateau, docteur Zang. Quand? Un de ces jours. Ça va arriver, ça va arriver. D'accord. Oui. Oui, jette tes fleurs. Avant qu'elle ne parte, il faut qu'elle sache combien de fois tu l'aimes, combien de fois elle parle bien. Allez, vas-y. Non, mais elle sait déjà, elle nous facilite la vie, elle nous apprend, parce que nous, en général, on mange de manière désordonnée, on ne sait pas forcément quel apport calorique on a pour tel ou tel aliment, et donc elle vient un peu nous instruire. Et maintenant, je sais que si j'ai une longue journée et que je ne pourrais pas avoir de pause, voilà, je prends un benicho et puis je suis, toute la journée, ça va. Donc, moi, je lui dis juste merci. Sauf qu'en rentrant à la maison, ne va plus manger. Voilà, c'est ça justement. C'est pour toute la journée. Hein. Merci docteur d'être passé encore. Merci encore pour ces conseils. On espère vous avoir d'ici lundi. Pour le moment, on vous souhaite de passer un agréable week-end. Merci à vous aussi, aux téléspectateurs aussi. Au revoir et à lundi. Au revoir. Chers téléspectateurs, il est exactement à notre montre 7h28. On vous offre une fois de plus, la météo et on lance au journal. C'est présenté par Parfait Junior Bukinda.